Dans la seconde partie de l'épisode Kings and Queens, avec Estelle Ardouin, qui dirige l'éditorial et les relations presse chez Alliance France, nous évoquons d'emblée la crise. Oh oui, la fameuse communication de crise dont on a déjà tant parlé dans le décodeur, mais là, vous allez le voir, l'angle est plutôt collectif et non pas nécessairement technique. Et justement, côté collectif, nous allons évidemment aborder les Jeux Olympiques Paris 2024, dont Alliance était un des grands partenaires. Et sans vous dévoiler quoi que ce soit, vous pouvez imaginer qu'Estelle et ses équipes ont absolument adoré, tant en matière de communication interne que de communication externe, et évidemment. Enfin, vous verrez qu'une queen de la com comme Estelle est toujours tournée vers les autres. Vous me direz que c'est tout à fait normal quand on fait de la communication ? Oui, évidemment, en tout cas pour moi. Cela tombe bien, pour Estelle, c'est absolument fondamental d'avoir ce fameux goût des autres. Et vous verrez également qu'Estelle vous donne d'excellents conseils de carrière. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Comme je vous le disais, c'est la deuxième partie de l'entretien avec Estelle Ardouin qui travaille toujours chez Alliance France. Je vous souhaite une excellente écoute et encore une fois, sincèrement, il s'agit d'une masterclass de savoir-faire en communication, mais aussi de savoir-être. Très très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Il y a quelques minutes, tu nous parlais de crise, tu as eu à en gérer quelques-unes. Alors on va pas rentrer dans le détail, pour des raisons de confidentialité. Et puis parfois ce sont d'anciens employeurs à toi, mais je vais te poser la question qui est la plus bête qui soit. Comment on gère une crise ? Parce que j'ai souvent cru, à tort, mais c'est parce que je dirige une toute petite entreprise. Moi, j'ai une TPE de 7 personnes. Oui. Si un jour une crise me tombait sur le coin de la figure, c'est moi qui irais parler parce que je suis le premier représentant de l'entreprise. Et justement... Pas nécessairement. Merci. Comment on gère ça ? Aucune crise ne se ressemble. Donc, je te pose une question extrêmement... très vaste et un peu bébête d'ailleurs, tellement elle est vaste. Mais on n'en voit jamais, face aux journalistes, le numéro 1 ou le numéro 2 de l'entreprise, on est d'accord ? Pas tout de suite. Pas de suite. On grille pas toutes ces cartouches. Voilà, exactement. Le temps est avec nous ou contre nous. Il faut faire en sorte que le temps soit avec nous. Mais comment on fait ? Comment on vit ça de l'intérieur ? Parce qu'une crise te tombe sur le coin de la figure, il doit y avoir une adrénaline poussée à 10 000. Poussée à 10 000, oui. Ça dépend du niveau de la crise. Alors déjà, j'ai envie de dire, avant la crise, il y a des systèmes de capteurs avant qu'il faut mettre en place. Quand même, voilà, il y a des signaux faibles qu'il faut écouter. Alors, comme tu l'as dit, il n'y a pas une crise qui ressemble à une autre et il y a une variété de situations qui fait que moi, les recettes miracles, j'y crois pas une seconde. Par exemple, on a envisagé, quand on travaillait sur les JO, beaucoup de scénarios de crise, notamment avec le groupe à Munich, où j'allais régulièrement à Munich pour travailler les scénarios de crise, en se disant, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer beaucoup de choses entre les attentats, première menace, mais par exemple, menace sécuritaire, au final, pas beaucoup de monde s'en souvient parce que heureusement, tout s'est bien passé pour les JO et on a eu des JO et des Jeux para extraordinaires, mais le lendemain de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des JO, le samedi, sabotage SNCF. Je sais pas si tu t'en souviens. Je n'en ai aucun souvenir. Sabotage SNCF, si bien qu'il y avait beaucoup de spectateurs qui ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait sur les lignes ouest, en l'occurrence, plus de trains. Et nous, la filiale, en l'occurrence, assistance d'Alliance, assurait en fait les déplacements pour les spectateurs. Donc là, on s'est mis en cellule de mini-crise. En l'occurrence, on n'avait pas grand-chose à faire parce que le problème était plus à régler au niveau technique et la SNCF l'a merveilleusement bien réglé. Mais une crise ne ressemble pas à une autre. Donc, écoutez les signaux faibles, relativiser dans la mesure du possible parce que il faut pouvoir faire descendre la pression. Descendre la pression, ça veut pas dire ne pas être à l'écoute de ceux qui sont impactés, mais ça veut dire garder la tête froide et analyser correctement pour poser les bonnes questions. Poser le bon diagnostic. Putain, c'est chaud, sérieux, hein. C'est chaud, sincèrement, hein. Estelle. C'est chaud. Ça dépend des sujets. Mais quand ça impacte l'humain, ça peut être très chaud. C'est ce que j'allais dire, c'est que dès que ça impacte l'humain, tu aurais pu avoir une énorme crise avec la grêle dont tu viens de parler. Oui, bon là en l'occurrence c'était que du matériel.
Voilà, il aurait pu y avoir des décès malheureusement, Dieu merci il n'y en a pas eu. Mais dans ces cas-là, quand on a des tempêtes, rappelle-toi comme en 1999, tu sais, le 31 décembre 99, il y a eu cette énorme tempête qui est passée. J'imagine que parfois ça doit être très complexe à gérer. C'est complexe surtout quand ça dure. Parce que quand ça dure, il faut aussi penser à l'organisation. Parce qu'il y a l'avant-crise, il y a pendant la crise, avec cette espèce de pic et d'adrénaline qui fait que on tient, on est mobilisé, on est ultra concentré. Et puis il y a l'après-crise. Mais si la crise est longue, il faut pouvoir, et moi j'y tiens énormément, à s'organiser pour pouvoir gérer, c'est un travail collectif, gérer les équipes et faire en sorte qu'il y ait un roulement. À un moment, on est humain et il faut récupérer pour accompagner correctement. Il y a des moments où on est tellement dans le sujet qu'on a envie on oublie de dormir, on oublie de manger, etc. Et ça, c'est pas tenable. Est-ce que justement dans ces moments très 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 complexes, où il faut tenir sur le temps, tu as noté qu'il y avait finalement une équipe soudée, des équipes soudées, ou est-ce que par moment ça part un peu en sucette? Là, à nouveau, ça dépend de chaque cas, mais en tout cas, les moments de crise contribuent à souder les équipes énormément, parce qu'il y a une solidarité qui fait que c'est des moments qui restent et qui restent pour longtemps dans l'interrelationnel. Ça rapproche énormément les équipes. On s'en souvient toute sa vie. On s'en souvient toute sa vie. Ouais, complètement. Quand on se dit ça on l'a passé ensemble, ça on a réussi ensemble. Et oui, on passe par toutes sortes d'étapes émotionnelles. T'as raison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où oui, on a le droit, on est humain, on a le droit de partir en coquillette. Et en revanche, ce qui est super intéressant, et c'est pour ça que c'est la force du travail en équipe, c'est d'avoir quelqu'un à un moment qui va être suffisamment bienveillant et suffisamment libre avec toi et te connaissant suffisamment pour te taper sur l'épaule et te dire là, Estelle, je pense que tu as besoin d'aller prendre l'air 2 minutes et va boire un verre d'eau et ça va aller mieux. Et ça, c'est aussi ce qu'on attend des équipes et quel que soit le niveau hiérarchique. Et voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ton état-major, ton COMEX, tu peux être amené à lui dire il faudrait que tu te reposes un peu En tout cas, moi je pense que c'est des choses qu'il faut absolument, c'est quasiment un devoir de le faire. C'est au-delà de s'autoriser, c'est si on voit qu'il y a trop de pression qui devient négative, là il faut le dire avec les formes. C'est pas genre Laurent, tu pètes les plombs là, ça va pas quoi. Non, on va pas le dire comme ça. Et en général, les gens vous remercient. Et moi, je remercie les gens quand ils me le disent. Mais justement, quand tu es, j'allais employer un mot qui est pas bon, mais j'allais dire la coach. Allez, on va dire la coach entre guillemets. Pardon, c'est pas le bon terme, mais ne m'en veux pas. Mais en tout cas, tu manages tout ça. C'est co-manager parce qu'il y a évidemment l'état-major qui peut être mouillé en fonction de crises qui sont complexes. Les équipes techniques, ça touche énormément. Ça peut toucher l'informatique, ça peut toucher à tout le monde. Et puis parfois, certaines personnes qui n'ont jamais fait de communication de leur vie peuvent être amenées à parler à des journalistes qui vont poser des questions. Pas nécessairement toujours difficiles, mais qui veulent avoir des infos, ce qui est leur métier. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais quand on gère tout ça, je reviens à ma question, un peu comme avec les relations presse, il y a de quoi devenir cinglé sans déconner, Estelle. Il faut aimer ces coups d'adrénaline, il faut aimer l'imprévisible, il faut aimer s'adapter et il faut aimer accompagner. Il faut aimer en fait la résolution de problèmes. Il y a une difficulté, j'ai envie de l'analyser, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé et de dépasser ça. Voilà, donc c'est sûr que si t'aimes pas la résolution de problèmes, faut pas faire de la com de crise, oui. Alors d'une manière générale, si tu n'aimes pas résoudre une problématique, tu fais pas de communication. Tout court. On est d'accord, mais est-ce que ton background, Sciences Po, relations internationales, est-ce que finalement ça ne te sert pas énormément dans ton quotidien aujourd'hui de communicante? Ah si, moi je le vois comme un appui très fort, parce que ça me permet déjà d'écouter activement toutes sortes de personnalités complètement différentes, de métiers différents, et puis de mettre du liant dans tout ça aussi, parce que ce background en sciences politiques, en relations internationales, fait que tu es habitué à avoir des points de vue extrêmement différents, des intérêts qui peuvent être différents, et moi j'ai la chance chez Allianz, il y a un alignement extraordinaire sur la stratégie de l'entreprise, donc heureusement je passe pas beaucoup de temps sur ces sujets d'alignement, mais c'est un plus, incontestablement. C'est carré, c'est Allianz, c'est normal.
totalement. Alors, je suis désolé d'être dans les clichés, mais très honnêtement, moi, ayant l'habitude de travailler avec des entreprises allemandes, alors que je suis d'origine antillaise, donc on n'a pas franchement le même physique, j'adore cet état d'esprit extrêmement carré, ça ne tortille pas, entre autres. Je suis désolé, je suis dans le cliché, mais il faut le dire parfois quand même, ça fait du bien. Disons qu'une fois que c'est aligné, ça déroule. Donc, voilà. Et ce qui nous permet d'avoir de l'impact. Voilà, simple, efficace. Quand on a décidé, on le fait. Et on se donne les moyens. Alliance a les moyens de se donner ces moyens-là. Et puis, on l'a dit, même quand on reçoit un CP d'Alliance, Alliance, c'est une marque. Et donc, un journaliste va apprécier, va se dire oui, c'est du crédible, c'est du costaud. Bon, certains vont pouvoir dire non, je suis anti-Alliance, bon, ça on s'en fout. Mais il faut rappeler aussi que la notion de marque est aussi très importante, même dans ces métiers. Exactement. De relations presse, de relations avec des entre guillemets des influenceurs. Mais de toute façon, marque et communication, tout ça, ça marche ensemble. Enfin, il n'y a pas de précaré. Merci Estelle, merci de le rappeler que nous faisons entre guillemets à peu près tous le même métier avec des angles différents. Je voudrais qu'on parle des JO. Parce que t'as vécu les JO, c'était il y a un an pile poil. Ouais. Nous enregistrons fin juillet, sachez-le, chers auditrices et auditeurs, pour cette série Kings and Queens. Ça a commencé combien de temps avant, tiens? Parce que toi, tu es arrivé au printemps 2022. Moi, je suis arrivée au printemps 2022, et ça travaillait déjà pleinement sur le sujet. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais en tant que directrice des relations presse et de la com interne? On va laisser la com interne un peu de côté, même si c'est pourtant, ça a été un gros volet pendant les JO. Ah raconte. Ouais. Alors, je me tais, parce que raconte-nous. Alors, déjà, je voudrais rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que le grand pilote des JO et des Jeux paralympiques pour Alliance France, c'est Christophe Despont et ses équipes, donc, qui est le directeur de la marque, des partenariats à l'époque, il était directeur de la marque des partenariats et des réseaux sociaux chez Alliance France. Et bon, salut Christophe. Exactement, salut Christophe. Moi, j'arrive en 2022. Je découvre en effet qu'il y a ce partenariat avec le CIO au niveau groupe, donc au niveau mondial. C'est un partenariat qui est porté par le groupe. Et en effet, tu as raison, 2022, ça commence déjà à préparer très activement le sujet d'un point de vue marque, bien entendu, avec une présence d'Alliance qui a été extraordinaire, notamment, je pense aux affichages à Saint-Lazare, notamment, qui était grandiose. Et puis, un vrai sujet de com interne, parce qu'il y a eu un engouement, c'est quand même pas tous les jours qu'on accueille les Jeux Olympiques en France. Et étant donné que cet engagement d'Alliance pour le sport, c'est un engagement de très long terme qui tient vraiment à cœur aux collaborateurs, il y a eu une montée en puissance de la com interne sur le sujet des JO pour associer les collaborateurs un maximum aux JO. On a fait gagner plein de places pour les épreuves. Donc les collaborateurs étaient ravis et repostaient sur Viva Engage, notre réseau social d'entreprise. Et on a organisé, je me souviens, un an avant, les Go First 30, c'était donc 30 minutes de sport au sein de l'entreprise avec des collaborateurs qui venaient, et c'était des moments non seulement de fun et de sport, donc les deux éléments positifs étaient réunis, et une fierté d'appartenance qui a atteint des sommets au moment des Jeux. Alors tu vois, moi qui voulais pas parler comme interne, tu fais bien d'en parler, parce que finalement c'est toujours pareil, une bonne communication externe est d'abord portée par les collaboratrices et les collaborateurs. De toute façon, voilà, les collaborateurs, c'est nos premiers ambassadeurs. Donc quand je te dis cohérence, il faut qu'il y ait, il y a pas l'espace d'une feuille de papier entre les messages internes externes, il faut qu'on soit complètement cohérent. Donc tu l'as vécu de l'intérieur, tu as organisé plein de choses, tu as parlé de crise potentielle. Quand tu allais à Munich. Oui, on a fait prévention. Voilà. On a fait des exercices de simulation de crise. Ouais. On est bien content qu'on n'ait pas eu à mettre en œuvre nos dispositifs. Oui, parce que il faut le dire avec un an de recul, très honnêtement, ces JO et ces JOP, paralympiques donc, je trouve que c'est une réussite absolue. Exceptionnelle. C'est magnifique. Toi qui es resté pendant tous les JO et les JOP à Paris, tu as vu comme notre capitale était transformée. Je n'ai jamais vu Paris avec autant de sourires. Exactement. Il y avait une bonne humeur, il y avait un optimisme dont les Français avaient vraiment besoin, qui a été retrouvé. Et c'est vrai qu'on avait des gens qui avaient la banane. Et moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est l'engouement qu'il y a eu autour des Jeux para.
Merci. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Parisiens qui étaient partis au moment des JO en se disant « ça va être le bazar, on n'est pas Parisiens pour rien, donc on aime bien grogner, ça va être le bazar, on pourra pas circuler, il va y avoir que des emmerdes ». Et qui se sont dit mince, j'ai loupé quelque chose. Le voir à la télé, c'était extraordinaire, mais j'ai loupé quelque chose. Et on a vu, notamment nous, on était présents Alliance au Club France. Et il y a eu, parce que le grand pari, c'était de se dire, ok, le Club France, on se doute que pendant les JO, ça va marcher. Est-ce qu'il y aura la même fréquentation du Club France pendant les paras ? C'est pas sûr. Et là, un Club France bondé pendant toute la période des paras, et notamment avec des Parisiens qui étaient pas là sur la période des JO et qui sont venus vivre l'expérience au moment des Jeux paralympiques. Et ça, c'était extraordinaire. La seule épreuve que j'ai vue des JO, c'était des JOP, c'était de l'haltérophilie paralympique. Ouais. J'ai vu de l'escrime fauteuil, de la natation. Alors, ce qui devait être, à mon sens, un petit peu plus intéressant de prime abord, mais c'était absolument passionnant parce que j'ai vu des athlètes incroyables soulever. J'ai vu une jeune femme soulever 200 kilos. Ouais. Des dépassements. En développé couché, hein. Donc elle est couchée, la dame. C'est absolument incroyable. Une femme qui était de petite taille, qui était brésilienne, qui avait 27 balais. T'en avais une autre qui avait 50 ans. Il y avait des hommes aussi. Donc, même quand vous vous dites, bon, je l'ai pris juste pour amener ma fille, etc., c'était passionnant. Il y avait une pêche et une patate et un optimisme, comme tu as très bien fait de mettre le doigt dessus. Nous sommes les rois du pessimisme en France. Tu l'as dit très justement. Oh là là, je pars en juillet parce que j'ai pas envie qu'on m'emmerde avec tous ces touristes, etc. Et puis il va y avoir ci, il va y avoir ça va pas marcher dans les transports en commun. Ça a été absolument nickel. Les gens de la RATP ont été exceptionnels. Ouais. Ils parlaient l'anglais. T'avais des jeunes qui étaient là. Qui avec les mains. Je sais pas si tu te souviens, la main violette qui orientait. C'était incroyable. Sincèrement, si vous n'avez pas vécu ça, c'est dommage parce que c'était génial. Et pour une fois, la France qui organise des très grands événements, dans l'habitude quand même, on a fait des Coupes du Monde, des choses comme ça. Ouais, mais là, on peut se dire waouh. Ouais, exactement. C'est absolument sensationnel. On se fait rarement des compliments. Moi, je salue Isabelle Hébert, qui est notre N+2, et qui dit des fois, si tu ne souffles pas dans ta trompette, personne ne soufflera pour toi. Et là, je crois que la France peut souffler dans sa trompette parce qu'elle a organisé des jeux absolument exceptionnels. Absolument. C'était 21 sur 20. Sincèrement, c'était un chef-d'œuvre. On salue Isabelle, qui est franco-suisse. Exactement. Donc, qui a ce bon sens suisse, entre autres. Qu'est-ce que tu en gardes de ces JO ? Là, c'est très perso, Estelle. Oh là là, c'est difficile de choisir un moment parce qu'il y a eu tellement de beaux moments. Moi, je te dirais qu'il est perso et pro parce que les deux étaient tellement mêlés et c'est vraiment la cohésion d'équipe qu'on a eue. Tu vois, on avait des calls tous les matins, y compris le samedi, y compris le dimanche. Et on était tellement contents de se retrouver tous ensemble, de s'apercevoir que chaque jour, il y avait c'était carton plein au Club France. Moi, c'est et perso et pro, c'est la cohésion qu'on a eue pendant cette période des Jeux. On a été, une solidarité extraordinaire, quoi. Ta famille t'a vu pendant les Jeux ? Oui, alors pas tout le temps. Pas tout le temps. On a eu la chance d'aller voir pas mal d'épreuves ensemble, avec des choses que j'ai complètement découvert. La lutte, moi je suis allée voir de la lutte, par exemple. Mon fils était un peu tombé des nues quand il m'a dit on va aller voir de la lutte. On s'est vu un petit peu moins que d'habitude, mais il voyait une maman qui avait un sourire jusqu'aux oreilles et qui était remontée à bloc et eux aussi ont suivi ça avec passion pendant tout l'été. Une question un peu de fan, je suis désolé, ça fait un peu voici, mais t'as vu du beau linge, t'as vu des gens un peu connus? Oui, j'ai vu des gens un peu connus, ouais. T'as pas une anecdote un peu sympa? Je sais pas, Teddy Riner, il est aussi sympa qu'il a l'air en vrai, si tu l'as vu. Alors, Teddy Riner, je l'ai vu, mais je l'ai vu de loin. Non, mais j'avais vu pas mal de personnalités, notamment à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, qui était place de la Concorde, et c'est vrai qu'on était tout près des loges officielles, donc ouais. Marie-Jo Pérec. Alors Marie-Jo, tiens. Alors Marie-Jo Pérec, moi c'était un super clin d'œil et aussi perso parce que quand j'étais jeune, j'ai fait une partie de mes études à l'université de Los Angeles sur le campus de UCLA et à l'époque, en 1995, ça ne nous rajeunit pas, Marie-Jo Pérec s'entraînait sur le campus de UCLA. Donc la boucle était bouclée quelque part. Tu lui as parlé? Je lui ai parlé l'été dernier, pas en 1995. Non.
Bon, Marie-Jo Pérec, qui est guadeloupéenne et qui est antillaise comme moi, et Marie-Jo avait été tabassée par les guignols de l'info. Et j'avais trouvé ça absolument dégueulasse, et je pensais qu'elle avait été traumatisée par ça, à très juste titre. Ça avait été absolument minable des guignols. Je n'ai plus regardé les guignols suite à ça. Et j'ai trouvé que Marie-Jo, que moi j'ai vue à la télé, tu t'en doutes bien, j'ai trouvé qu'elle était absolument rayonnante. Elle a pas changé en 30 ans. Elle est splendide. Elle est magnifique. Et elle avait une gouaille et un côté sympa. Elle est aussi sympa qu'elle était à la télé, je suppose. Ah bah écoute, du peu d'échanges que j'ai eu avec elle, quelqu'un d'ultra accessible et ultra positif. C'est à ça qu'on reconnaît les grands. T'es bien d'accord avec moi, Estelle? Quel qu'il soit. Ah ben complètement. Enfin, l'accessibilité, l'intérêt pour l'autre. Moi, je trouve les valeurs les plus importantes. Ce fameux goût des autres dont parle mon ami Fred Fougera, il a écrit un bouquin là-dessus. Justement, ce goût des autres, tu fais magnifiquement bien la transition. Ce goût des autres, tu l'as toujours eu. Oui. Quand tu étais chez SFR, alors tu as travaillé chez JC Decaux, tu étais directrice de la communication corporate, c'est relativement similaire entre guillemets, pardon d'aller vite là-dessus, mais JC Decaux c'était une entreprise familiale, c'est toujours une entreprise familiale. Très belle entreprise familiale. C'est une superbe entreprise, c'est là que tu as connu Guillaume Appert, mais tu l'avais connu aussi à Sciences Po Lyon, vous étiez connus à l'époque? Non, on s'est pas croisés à Sciences Po Lyon parce qu'on n'était pas dans les mêmes promos, on l'a découvert après. Et ben voilà, donc c'est là que tu as rencontré Guillaume, que l'on salue encore une fois. Super sparring partner, Guillaume. C'est vrai. Ça ne m'étonne guère de sa part, et très très smart, très très cool comme type, très très british je trouve, Guillaume. Oui, beaucoup de recul, qui parle à bon escient, beaucoup d'écoute et une vraie écoute. Un passionné de com interne, entre autres. Ouais, pas que. Ouais. Ce goût des autres, d'où il te vient sincèrement? Ça, je pense que c'est beaucoup ma maman. Ta maman la comptable? Ouais. Ah, c'est ouf, parce que sincèrement, on se dit de prime abord, les chiffres, les comptables et tout ça, ils ont, entre guillemets, mauvaise réputation, mais ce sont des êtres humains comme tout le monde, hein, les comptables. Et je suis très ami avec mon comptable. Mais c'est ta maman? Ah oui, je pense que c'est ma maman qui m'a transmis cette... Je sais pas, pour moi c'est juste fondamental, c'est comme la respiration, c'est de s'intéresser à l'autre, cette altérité. Enfin moi je peux pas vivre sans les autres et s'intéresser, mais sincèrement, enfin moi je suis hyper curieux, j'apprends de tout le monde et dans ma vie j'ai fait tellement de belles rencontres, je dois tellement aux autres que ouais je pense que ça vient de ma maman qui était comptable, mais tu vois qui était comptable déjà en se mettant au service des autres parce que elle était comptable pour beaucoup d'artistes en fait, des pianistes, des petits festivals, festival du Vigan, des médecins libéraux, donc il y avait toujours une dimension de la compta, oui, dans tous les métiers, il faut qu'il y en ait de la compta, c'est indispensable. Et il y a des gens pour qui c'est vraiment pas leur tasse de thé et elle les aidait beaucoup. Bienvenue au club. Pour tous ceux qui n'aiment pas la comptabilité, j'en fais partie. Mais je suis d'accord avec toi, c'est fondamental et c'est un métier qui est toujours vu parce que c'est les chiffres, donc c'est un peu le mec ou la nana qui a toujours des lunettes et qui est là en train de regarder ses comptes. C'est chiant comme la pluie. Alors que non, c'est un métier réellement humain. Et il faut savoir mettre les doigts dans les chiffres parce que ça aide quand même à développer son entreprise, créer des emplois entre autres et créer de la richesse. Pas devenir riche, mais créer de la richesse. Donc ça devient de ta maman. Si je te demande quelque chose de difficile, je te le dis par avance, mais si tu devais garder dans tous tes métiers de communicante que tu fais depuis 25 ans, tu as toujours eu la volonté, tu me l'as dit hors antenne, au travers de l'entreprise dans laquelle tu étais, de pouvoir avoir un rôle dans la société. C'est-à-dire profiter des très grandes entreprises dans lesquelles tu as travaillé chez SFR, évidemment Alliance depuis bientôt 3 ans, JC Decaux pendant quasiment 5 ans, etc., etc. On va juste prendre ces très grandes marques, tout simplement. Tu m'as toujours dit, moi je veux avoir finalement un impact, à ma manière et modestement, mais au travers de cette entreprise. Si tu devais garder, je sais que la question est difficile, et tu vas faire des jaloux et des énervés, si tu devais garder un projet ayant eu un impact sur la société, ce serait lequel? Ouais, c'est difficile comme question d'en choisir un. Allez, tu peux en choisir 2. Alors, je vais en choisir 2, ouais. Je vais en choisir un qui était du temps de l'ESSEC. J'ai travaillé à l'ESSEC pour leur relation presse France Internationale, donc l'ESSEC, la grande école. Quand j'étais là-bas, l'ESSEC a été une des premières, voire la première école de la première business school à développer l'apprentissage. Absolument. Et la première a développé une chaire d'entrepreneuriat social qui a été fondée par Thierry Sibieux que je salue. Et pour moi, cette période-là de travailler à l'ESSEC pour accompagner notamment des projets d'étudiants
Moi, je m'occupais des relations presse et j'avais la moitié de ma journée où je faisais bureau ouvert pour des étudiants qui débarquaient dans mon bureau en me disant j'ai une idée, j'ai un projet. Alors, je leur disais toujours, je ne vais pas faire la communication à votre place parce que je ne peux pas m'occuper des projets de communication de 1500 élèves, mais je les écoutais et j'ai vu toute une génération d'étudiants qui prenaient des parcours ultra ambitieux où ils abandonnaient quelque part les parcours classiques d'école de commerce où je suis en école de commerce et je vais aller faire de l'audit ou je vais aller faire du marketing et qui disaient mais moi j'ai un projet d'entrepreneuriat social. Et ça, j'ai adoré les accompagner à mon petit niveau en leur donnant quelques clés de communication parce que c'est la relève, c'était des jeunes et moi je trouvais un message extrêmement optimiste pour la suite. Et le deuxième projet, c'est un projet alors là qui nous a rendu particulièrement fiers quand on était chez SFR, qui a été mené avec Emmanuel Potin que je salue. Et Charles-Édouard Vincent, lorsqu'on a monté SFR Connect. SFR Connect, c'était... alors, je suis en train de dire une grosse bêtise, c'est pas SFR Connect, excuse-moi, c'est Emmaüs Connect. Emmaüs Connect avec Charles-Édouard Vincent. L'idée, c'était que le numérique puisse être à disposition aussi des personnes sans abri. Parce que c'est un lien indispensable quand on vit dans la rue. Et ce projet-là, c'est une des plus grandes fiertés d'avoir pu y participer. C'est-à-dire que c'était les sans-abri qui avaient un téléphone pour pouvoir s'en sortir, c'est ça? Pour pouvoir s'en sortir et surtout de l'accompagnement, parce que c'est pas juste de donner un téléphone, mais c'est d'avoir des forfaits accessibles avec des tarifs négociés et soutenus sous forme de mécénat à l'époque par SFR, et puis d'avoir un accompagnement sur comment je m'en sers, comment je gère, et que ce soit un lien, un premier outil, parce que ça reste un outil, un téléphone, mais de réinsertion. Ça existe encore, ce partenariat? L'association Emmaüs Connect perdure. Eh bien, on va saluer Charlie, c'est ça? Charlie. Ouais. Eh ben, félicitations, bravo. Bon, Emmaüs est absolument sensationnel d'une manière générale, mais je crois en effet que c'est fondamental pour, allez, on va les appeler ainsi, des SDF, des sans-domicile fixe, des sans-abri, des personnes qui sont en galère totale. Le téléphone peut vous sauver la vie. Et puis, il faut savoir aussi apprendre à l'utiliser parce que des fois, on est totalement désociabilisé, ce qui nous paraît, à nous qui avons la chance d'être du bon côté, si je puis dire, ce qui nous paraît évident, en fait, ça ne l'est plus quand vous vivez dans la rue. Il y a qu'à voir, passer 1 an dans la rue, je pense que vous aurez pris 20 ans. Physiquement, c'est absolument immonde. On arrive à la fin de notre entretien, Estelle. Toi qui as une vraie carrière de communicante, de queen communicante, quel conseil tu donnes à nos jeunes ou nos moins jeunes qui veulent se lancer dans de beaux métiers de la com? Alors, moi, je leur dirais très humblement, mais avec un petit peu le recul de l'expérience dont je bénéficie, d'être curieux, de pas hésiter à aller voir plein de secteurs différents, parce qu'il y aura toujours des problématiques intéressantes à découvrir. Au-delà des secteurs, d'être attentif aux personnes avec qui ils vont travailler, dans le sens à se trouver des mentors. Moi, je l'ai vécu avec Thierry Libart, par exemple, avec Jean-Pierre Baudouin. Enfin, il y a des personnes qui vous aident à gagner du temps dans votre parcours et puis qui vous apportent énormément. Être audacieux, ne pas avoir peur de changer pour découvrir au-delà des secteurs, je dirais des cultures d'entreprise qui sont différentes. Quelque chose que je retiens de mon parcours, c'est que j'ai vu des entreprises avec des cultures d'entreprise extrêmement différentes. Je suis passée à l'ESSEC, qui était une association. J'étais en agence avant. Je suis passée chez SFR, puis chez JC Deco, entreprise familiale. Maintenant, je suis chez Allianz, un groupe mondial d'origine allemande. Découvrir des cultures d'entreprise différentes, des façons de fonctionner qui sont différentes, ça vous apportera une expérience qui va être irremplaçable. Et puis moi, je reste très attachée. Je pense, faites vos classes en agence. Je trouve que c'est une très bonne école. Qui le dit juste, ça fait 25 ans que je fais mes classes en agence. Mais je crois en effet, c'est toujours bien de passer en agence parce que vous gérez énormément de dossiers. Et je pense qu'on apprend chez l'annonceur à gérer un dossier qui est la marque. Tout bêtement, mais il y a des tonnes et des tonnes de dossiers. Regarde ce que tu fais. Aucun jour ne se ressemble, fort heureusement, sinon ce serait l'enfer. Et ouais, tu as raison. Passer en agence, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on travaille pour des clients différents, sur des problématiques différentes, et surtout on développe et ça ensuite on le creuse, on l'entretient chez l'annonceur, mais un sens du
du service client qui est extrêmement précieux. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de communicante depuis X années que tu fais ce job? Ce que je kiffe le plus, c'est de travailler sur ce sillon, tu vois. En même temps, on disait tout à l'heure que chaque journée était nouvelle et qu'il fallait pouvoir rebondir sur l'actu, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la trace sur le long terme. Et de contribuer par ce que je peux faire en communication institutionnelle, en relations presse, en éditorial, à creuser le sillon par rapport à l'objectif que l'on a, c'est ma plus grande satisfaction. C'est un peu de s'inscrire dans le temps long. Dont on a fondamentalement besoin de plus en plus dans nos métiers de com. L'entreprise, d'une manière générale, a besoin de temps long. Et tu as connu ce temps long, entre autres, dans une entreprise familiale comme JC Decaux. Oui. Ce qui est toujours passionnant, et moi qui suis entrepreneur, c'est quand même le summum en France. C'est une magnifique entreprise. C'était une pré-licorne avant les licornes. Oui, j'aime bien dire ça parce que je trouve que le modèle économique de JC Decaux, quand Jean-Claude, alors moi que je n'ai pas connu, Jean-Claude Decaux, mais a fondé JC Decaux, il a quand même eu une idée magistrale qui était de rapprocher le mobilier urbain qui existait déjà, l'affichage qui existait déjà, mais pour créer du mobilier urbain publicitaire, c'est-à-dire des services avec du l'abribus, par exemple, l'abribus publicitaire qui est du mobilier urbain qui est financé par la pub et qui permet aux collectivités d'offrir un service aux concitoyens et le tout financé par la publicité. Ça peut paraître bête comme chou, fallait avoir l'idée. Fallait avoir l'idée. C'est toujours les meilleures idées qui sont soi-disant les plus simples. Bien évidentes. Oui, bien évidente. A posteriori. A posteriori, mais il fallait y penser. Donc j'imagine que Monsieur Decaux a dû se prendre quelques murs dans la tête. Mais quelque part, ce sont des hommes, ce sont des bâtisseurs, c'est bien le cas de le dire. Un peu comme l'a été Gustave Eiffel, qui pour moi est aussi un start-upper avant l'heure. Donc je trouve ça absolument sensationnel. Mais écoute, Estelle, on se quitte là-dessus. C'était absolument passionnant. Tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la com. Merci Laurent. Tu es plus que la bienvenue. Et chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une queen de la com, une championne du monde de la communication qui a le goût des autres, qui a le goût aussi du narratif. Alors on n'en a pas beaucoup parlé de l'éditorial, mais on en reparlera une autre fois avec grand plaisir, mais quelque part, je pense que vous avez bien compris que sans éditorial, il n'y a pas de communication. Bon, c'est un peu le b.a.-ba, mais après, ce sont des techniques. Les techniques sont importantes, mais le plus important, c'est d'avoir envie d'incarner et surtout de porter ça. Donc, quand on entend une queen de la com comme Estelle, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify et on s'abonne au décodeur de la communication. Merci encore à toi, Estelle, c'était passionnant. Merci, Laurent. Ciao, ciao. À bientôt.